Au cinéma, certaines techniques utilisées pendant le tournage sont parfois vraiment originales. En tant que spectateur, on se dit souvent que tout est truqué par ordinateur, mais c'est parfois bien plus simple que ça. Et en connaissant l'histoire de certains détails visibles à l'écran, vous ne verrez plus ces films de la même manière. C'est parti pour le top 10 des secrets de tournage de scènes de films. Numéro 10, le plateau dans Spider-Man. En 2002 sort au cinéma l'adaptation du comics Spider-Man, un projet hollywoodien qui traînait dans les cartons depuis plus de 10 ans parce qu'il a connu pas mal de problèmes de réalisation et même de scénario. Et oui, comme l'action se passe à New York, à la base l'homme araignée devait tisser sa toile entre les tours jumelles du World Trade Center. Mais avec les attentats du 11 septembre, un an avant la sortie du film, il a fallu retirer ces scènes. On peut quand même les voir en arrière-plan si on regarde bien, elles ont été laissées comme un hommage aux victimes. Parce qu'elles auraient pu être effacées par ordinateur, on maîtrisait déjà très bien ces retouches numériques. D'ailleurs la plupart des scènes d'action de ce film ont été animées en 3D, par exemple quand Spider-Man se balance d'immeuble en immeuble. C'est ma spécialité. Mais il y a une scène particulièrement surprenante dans ce film qui aurait pu être truquée facilement, mais que le réalisateur a voulu tourner pour de vrai, pour faire plus réaliste. C'est la scène de la cafétéria quand Mary Jane glisse et que Peter Parker la retient et rattrape son plateau. Waouh, pas mal les réflexes. Oui, je sais que c'est dur à croire, mais ça, l'acteur Tobey Maguire l'a vraiment fait. Il a rattrapé le plateau et tout ce qu'il contenait sans aucun trucage. Impressionnant. Enfin si, un tout petit. Le dessous du plateau était recouvert d'un scotch double face pour rester collé à sa main. Mais c'est quand même super balèze. Par contre, il a pas réussi du premier coup, loin de là. Il a fallu 2 jours et 156 prises pour réussir cet exploit. Vous êtes sérieux ? 100% sérieux, c'est véridique. Quand on sait ça, on comprend mieux son petit sourire de satisfaction. Il devait être soulagé d'avoir enfin réussi. Numéro 9, le combat d'Indiana Jones. Une des scènes cultes du film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, c'est quand Harrison Ford se retrouve face à un adversaire qu'il provoque armé d'un sabre. On s'attend alors à un combat compliqué, on voit pas bien comment il va pouvoir s'en débarrasser. Non c'est rien, j'improviserai, j'ai l'habitude. Finalement, il sort son pistolet et lui tire dessus, tout simplement. Un gag pas du tout prévu dans le script original, puisque normalement à ce moment-là, il devait justement y avoir une longue scène de combat, sabre contre fouet. Sauf que le jour du tournage, Harrison Ford était malade, je vous passe les détails, mais il devait retourner à sa caravane toutes les 10 minutes pour aller aux toilettes. Tu vois de quoi je parle ? Oui, je vois. Bref, pas moyen de tourner cette longue scène. Il a alors proposé au réalisateur Steven Spielberg de la raccourcir, et le moyen le plus expéditif pour se débarrasser du méchant était de sortir son flingue et de lui tirer dessus. Une idée qui a beaucoup fait rire l'équipe technique du film, et qui a donc été retenue pour satisfaire tout le monde, y compris les spectateurs. Enfin, il y a quand même eu un malheureux dans cette histoire, l'acteur qui jouait le rôle du guerrier était un cascadeur qui s'était entraîné dur pour obtenir ce rôle. Il était fort, très fort. J'imagine qu'il a été déçu quand on lui a appris comment il allait être battu. Numéro 8, les écureuils de Charlie et la chocolaterie. Dans le cinéma moderne, on a tellement l'habitude que tout soit faux, tourné devant un fond vert ou recréé en images de synthèse, qu'on ne se doute parfois pas que ce qui est à l'écran a réellement été tourné. Et c'est le cas dans le film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, dans ce passage où Willy Wonka montre à ses invités comment sont décortiquées les noix dans son usine, par de vrais écureuils. Oui, des écureuils. Et sur le tournage aussi, ce sont 40 véritables écureuils qui ont été utilisés. Ils ont été dressés pendant des mois, spécialement pour cette scène. Ils devaient savoir s'asseoir sur leur petit tabouret, ouvrir les noix et les déposer sans les manger. Et le résultat est surprenant, c'est complètement fou, mais on y croit, on se dit que c'est vrai. C'est aussi vrai que 2 et 2 font 4. Le plus étonnant, c'est qu'à l'époque, là encore en 2005, on savait très bien recréer des écureuils en 3D. La preuve, une partie de la scène est réalisée avec cette méthode. On aurait donc pu éviter d'utiliser de vrais écureuils et les recréer par ordinateur pour toute la scène. Mais si vous vouliez, vous pourriez le faire. Oui, je pourrais. Mais non, quand Tim Burton veut que ça fasse vrai dans le film, il le filme pour de vrai. Pas mal, hein ? Numéro 7, le Joker dans Batman The Dark Knight, l'un des plus gros succès parmi les films de Batman, notamment grâce à l'interprétation exceptionnelle du Joker par l'acteur Heath Ledger. Un rôle tellement marquant que certains pensent qu'il est à l'origine de sa dépression, puis de sa mort l'année de la sortie du film. Il faut dire qu'il s'était préparé à rentrer dans la peau du Joker, ce sociopathe très dérangé, en s'enfermant pendant des semaines dans une chambre d'hôtel. Et ça a dû le perturber parce qu'il voulait plus qu'on s'adresse à lui en tant qu'acteur, mais uniquement en tant que Joker. J'aime bien ça. Autant vous dire qu'au moment du tournage, il s'est permis quelques libertés. Des improvisations géniales, comme par exemple dans cette scène, dans le commissariat, quand des policiers applaudissent Jim Gordon pour avoir arrêté le Joker, il s'est mis à les imiter en les fixant du regard. Une réaction surprenante qui n'était pas écrite dans le script.
Mais la meilleure improvisation reste celle de la scène de l'hôpital, quand le Joker en sort alors qu'il explose en arrière-plan. Bref, le genre de prise qu'il ne faut pas rater, et ben ça n'a pas empêché Ledger d'y ajouter sa petite touche, sans réfléchir, comme s'il était réellement le Joker. Tu vois, j'agis sans penser. À l'origine, à la fin de la scène, il devait monter directement dans le bus, sauf qu'il a décidé de jouer avec son détonateur, comme s'il ne fonctionnait pas, et s'est d'ailleurs fait surprendre par une explosion. On voit même que son départ précipité surprend la caméra qui n'arrive pas à le suivre. Une prestation qui lui a finalement valu l'Oscar de meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Numéro 6, les scènes à bâbord dans Titanic. Pas besoin de présenter le film de James Cameron qui a battu tous les records à sa sortie et qui a raflé 11 Oscars, dont ceux de la direction artistique, des décors, des costumes et des effets visuels. Il faut dire qu'il y avait un budget colossal pour la production, 200 millions de dollars. Et si certains plans sont réalisés avec un paquebot recréé en 3D, les autres plans extérieurs ont été tournés sur 7 maquettes reconstruites à taille réelle dans un immense bassin de 65 millions de litres d'eau. Et tout a été pensé dans les moindres détails. Ils ont même orienté la maquette par rapport au vent pour que les cheveux et les habits des comédiens flottent dans le bon sens, comme quand on est sur un bateau qui avance quoi. Bref, un projet tellement coûteux que pour faire des économies, le Titanic n'a pas été refait en entier. Par exemple, ils n'ont pas refait l'arrière du bateau. Et c'est un gros cul, on parle de 20, 30 000 tonnes. Et surtout, seul le flanc tribord a été reconstruit. Tribord, c'est le côté droit du bateau. Vous connaissez pas le moyen mémotechnique pour s'en rappeler ? Alors je vais vous montrer. Allons-y. Bâbord, tribord, bas, tri. Bon, sauf que si vous vous souvenez bien du film, dans la scène du départ, on voit le flanc bâbord, le côté gauche. Bah oui, c'est aussi dans ce sens-là qu'est parti le vrai Titanic en 1912. Donc cette scène du film, et toutes les autres qui se déroulent de ce côté du bateau, ont été tournées dans ce sens, puis l'image a été retournée au montage. C'est absurde! Ouais, bon, c'est pas super impressionnant comme trucage, vous allez me dire, sauf que le souci du détail a été poussé jusqu'à recréer les costumes des personnages, les accessoires et les véhicules en inversant la gauche et la droite, pour que ça apparaisse dans le bon sens à l'écran. Plutôt cool, hein? Dans ce cas, on se dit que les Oscars sont bien mérités. Numéro 5, l'apparition dans Alien, ce film mythique de 1979, le premier d'une longue série, et qui doit son succès en grande partie au fameux monstre extraterrestre et à son look avec son crâne allongé et sa bouche dans la bouche, vraiment dégueu et surtout super flippant. D'ailleurs, on le voit très peu dans le tout premier film, et c'est voulu par le réalisateur. C'est justement ça qui le rend menaçant et inquiétant, on sait pas exactement à quoi il ressemble. C'est quoi ce truc-là? Et c'est aussi parce qu'à l'époque, le monstre était joué par un acteur qui mettait un costume en latex, et ça pouvait complètement décrédibiliser la créature et casser toute l'ambiance si ça se voyait à l'écran. On t'a jamais dit que t'avais une tête de mort? Ce qui est remarquable dans ce film, c'est le jeu des acteurs. La plupart des dialogues n'ont même pas été écrits, ils connaissaient les grandes lignes de chaque scène, mais devaient surtout improviser et jouer en groupe. Et la scène qui l'illustre le mieux, c'est celle-ci, où un bébé alien sort du ventre d'un des passagers, les autres acteurs n'étaient même pas au courant de ce qu'allait se passer exactement. Dans le script, c'était juste précisé que l'alien faisait son apparition, mais ils savaient pas comment ni à quoi il allait ressembler. Et c'est ce qui a rendu leur jeu d'acteurs encore plus réaliste, ils étaient terrifiés pour de vrai. Numéro 4, la main coupée dans Django Unchained. Le chef-d'œuvre du réalisateur Quentin Tarantino sorti en 2012 et qui raconte l'histoire de Django, un esclave qui cherche à retrouver sa femme Brumilda, retenue par le puissant Calvin Candy, joué par Leonardo DiCaprio. Le film est truffé de références pas évidentes à comprendre pour les non-cinéphiles, comme quand Django épelle son nom, D-J-A-N-G-O. et qui précise, J'insiste sur le D. et un personnage qui ne le connaît pas lui répond, Moi aussi. et quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais curieux de savoir pourquoi il lui a répondu ça. Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Et ben c'est parce qu'en fait cet acteur, c'est Franco Nero qui a lui-même joué le rôle d'un autre Django dans un western de 1966. Vous attiriez ma curiosité. Là, vous forcez mon attention. Là encore, le succès du film est en grande partie dû au dialogue et au jeu des acteurs, tous excellents. Notamment celui de DiCaprio dans cette scène qui nous intéresse tout particulièrement, où foudrage, il tape sur la table et se coupe la main avec du verre. Et ben ça, c'était pas du tout prévu, l'acteur s'est réellement coupé. C'est son vrai sang que vous voyez là, et il a malgré tout su rester dans son rôle pour finir la scène. Une vraie performance, surtout que ce passage est super long, et qu'il a su improviser et enjouer en étalant son sang sur le visage de Kerry Washington. Petit diable de beau parleur. Et quand Tarantino a enfin crié « coupé », tous les acteurs et l'équipe technique du film qui avaient bien vu qu'il s'était coupé lui ont offert une standing ovation avant qu'il parte se faire soigner. Respect, on voit la scène autrement quand on sait ça. Numéro 3, le crâne du Terminator. Certainement le rôle le plus mythique d'Arnold Schwarzenegger, le Terminator, un robot à l'apparence humaine venu du futur pour tuer Sarah Connors. Et pour que le scénario fonctionne, le réalisateur James Cameron voulait qu'on oublie que l'acteur était humain et qu'on le voit comme un vrai robot. Pas un robot, un cyborg.
Un travail énorme a été fait pour ça tout au long du film, du maquillage sur l'acteur, son visage recréé en latex sur un robot, même des détails surprenants. Si vous regardez bien, vous le verrez pas cligner des yeux pendant tout le film. Il s'était dit que les robots ne le faisaient pas. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Mais la scène qui utilise un trucage vraiment cool, c'est celle-ci dans Terminator 2, où on voit le crâne ouvert du Terminator. Et on voit bien que c'est le vrai acteur Schwarzenegger dans le miroir qui joue dans cette scène, pas une reproduction. Alors vous voulez savoir comment ils ont fait ? Affirmatif. Eh ben en réalité, il n'y a pas de miroir, mais un trou entre deux pièces recréées à l'identique, avec le vrai acteur face à la caméra et un faux mannequin, le crâne ouvert, au premier plan. Et c'est pas tout, regardez bien, il y a encore plus fort. Dans cette scène, on voit clairement Sarah Connors 2 fois, ici et dans le faux miroir. Là, le secret est encore plus simple, ils ont fait appel à la sœur jumelle de l'actrice Linda Hamilton. Un véritable tour de magie pour tromper le spectateur et rendre la scène parfaite. Dommage qu'elle ait été coupée au montage. Non, c'était pour plaisanter. Non, je rigole pas, cette scène ultra travaillée qui a nécessité d'avoir une actrice avec une sœur jumelle n'était même pas visible au cinéma, mais uniquement dans la version longue. Numéro 2, les Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a un budget de malade qu'on peut pas utiliser des astuces originales et très simples. C'est le cas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui a coûté 285 millions de dollars au total à produire. On n'imagine parfois pas les petits secrets de tournage de certaines scènes. Vous avez envie de les connaître ? Alors vous êtes venu quérir des informations. Dans le genre trucage pas cher, il y a celui-ci quand Frodon se fait attaquer par une araignée géante et qui se met à cracher de la mousse. C'est tout simplement des pastilles effervescentes que l'acteur avait pris dans la bouche. Et il y a aussi cette scène où Aragorn donne un coup de pied dans un casque. On peut pas le deviner en voyant le film, mais si l'acteur Viggo Mortensen crie aussi fort, c'est parce qu'il a dû refaire ce geste plusieurs fois et qu'il s'est cassé 2 orteils. Ça me fait penser à Pef dans le film qui donne un coup de pied nu dans un rocher. Un orteil cassé pour lui aussi. Mais revenons au Seigneur des Anneaux et à un trucage que j'aime beaucoup. À propos des hobbits. Pour les faire apparaître à l'écran plus petits que ne le sont vraiment les acteurs, une méthode a été utilisée sans faire appel aux effets numériques. Je n'arrive pas à le croire. Cela ne se peut. Une illusion d'optique bien connue qui consiste à les mettre en arrière-plan dans un décor adapté. Et quand on sait ça, on sait aussi que ça devait pas être évident à jouer parce que les acteurs ne devaient pas regarder dans la bonne direction pour faire croire qu'ils se parlent. Et dans d'autres scènes où on ne pouvait pas utiliser ce procédé, ce sont simplement des enfants qui ont été filmés à leur place. Et numéro 1, le précipice dans les temps modernes. Pour le premier point de ce classement, on revient aux fondamentaux, au cinéma en noir et blanc de Charlie Chaplin, à l'époque où il n'y avait pas encore de dialogue mais des textes affichés à l'écran. Enfin là c'est un mauvais exemple parce qu'à la sortie du film Les Temps modernes en 1936, on maîtrisait déjà les enregistrements de voix au cinéma, mais Chaplin préférait ne pas les utiliser pour ce film, il pensait pouvoir faire passer plus d'émotions juste avec ses expressions, la musique et les effets sonores, et ça partout dans le monde sans avoir besoin de traduction. À cette époque on avait quand même droit à des effets visuels sympas alors que les moyens étaient très limités. Devinez le budget du film ? Je ne sais pas très bien. À peine 1,5 million de dollars. Et une scène marquante du film, c'est quand Chaplin fait du roller les yeux bandés dans un centre commercial en travaux et qui s'approche d'un précipice sans le savoir. Les spectateurs de l'époque se disaient qu'il avait dû prendre des risques pour tourner cette scène. Y'a que moi pour faire des bêtises de ce genre. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. Une technique toute bête a été utilisée, cette partie de l'image a en fait été dessinée sur une planche, placée devant la caméra. On appelle ça du matte painting, et on l'a beaucoup utilisé dans les années 30, et même dans les films plus récents, comme dans Star Wars. Aujourd'hui, bien sûr, on n'utilise plus cette technique. Moi j'aimerais quelque chose de plus moderne. Mais dans les films récents, on ajoute toujours des couches et des filtres sur l'image qu'on filme. Sauf qu'on le fait numériquement et avec un fond vert lors du tournage. Mais ça s'appelle toujours du matte painting. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu, c'est super important pour moi et c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, c'est le bouton juste là. Allez-y, cliquez, voilà. Plein de nouveaux top 10 arrivent et très bientôt, je vous réserve une surprise. Ceux qui me suivent sur Twitter sont déjà au courant, mais je vous préviens, c'est quelque chose de vraiment cool. Bref, je vous dis à très vite. Ciao!